Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà. Donc il dit aussi ensuite masque rouge. Nous savons que le rouge, évidemment, c'est la couleur du sang. Nous savons aussi un peu le point de vue de Senghor vis-à-vis de ses autres frères, n'est-ce pas, de ses autres frères humains, je veux dire. Senghor, malgré son attachement, n'est-ce pas, aux valeurs noires, à la culture noire, à la civilisation noire qu'il a défendue bec et ongle, malgré cet attachement profond, viscéral, que nous tous nous connaissons, Senghor aussi c'est quelqu'un qui est ouvert d'esprit. C'est quelqu'un quand même qui pense que véritablement, au-delà des tribulations de l'histoire, qui ont fait que certains peuples ont dominé d'autres, qui ont fait que certains peuples ont été brimés, en quelque sorte domestiqués, ensauvagés par d'autres peuples, il dit, ou bien il pense qu'au-delà de tout ça, nous devons faire preuve de dépassement quelque part, pour comprendre que il n'est plus possible dans ce monde-là de vivre en vase clos. Donc c'est quelque part une idée qui l'habite. C'est d'ailleurs sous cet angle-là qu'il a pu justement développer cette très belle théorie qui est la théorie de la civilisation de l'universel, le brassage culturel. Beaucoup de gens s'interrogent en se demandant pourquoi Senghor est allé épouser une femme blanche. L'explication est dans ses théories, dans son idéologie. C'est quelqu'un qui pense que il faut faire preuve d'enracinement, mais aussi d'ouverture. Le fait de vouloir vivre en vase clos, le fait de vouloir vivre de façon définitive en nègre, et tout simplement en nègre, il pense que c'est vraiment une perspective qui est vouée à l'échec et que c'est une option qui n'est pas viable, qui est même suicidaire. C'est pourquoi très tôt, dans les années 50, il a développer la théorie de la civilisation de l'universel. Et donc, en parlant de masque noir, ensuite de masque rouge, est-ce qu'on ne pourrait pas penser ici qu'en mettant rouge en deuxième position, il pense déjà à ce que tout le monde partage, à ce que toutes les races partagent, à savoir le sang. On peut le supposer, parce que aussi, il faut comprendre que en matière de commentaires, en matière d'études de texte, on n'est jamais trop sûr de rien. Le commentaire aussi est l'une des épreuves littéraires les plus improbables. Mais on a le droit de faire des suppositions pour un peu essayer de toucher du doigt, n'est-ce pas, ce que le poète ou bien l'écrivain a voulu exprimer. Donc, masque rouge, rouge en deuxième position, ça pourrait nous faire penser à cette théorie de Senghor. Alors, vous, masque blanc et noir, alors là, vous me permettez vraiment de mettre ça au tableau. Il écrit, vous, masque blanc et noir. Alors, vous, masque blanc et noir, je vous parlais de la conviction de Senghor selon laquelle le monde doit être uni. La théorie selon laquelle donc les hommes doivent se donner la main, doivent même parfois essayer d'aplanir ce qui les différencie et ce qui les éloigne les uns des autres. Ça, c'est une théorie qui est très forte chez lui. Mais déjà, à travers ce vers et à travers précisément cette formule-là, on sent ce besoin, n'est-ce pas, du poète, d'affirmer et de réaffirmer une fois de plus, n'est-ce pas, ce besoin de brassage, ce besoin de dépassement quelque part. Donc, nous savons très bien qu'en matière de commentaires, il y a nécessairement une relation entre le fond et la forme. Celui qui étudie un texte littéraire doit aussi penser que, ou bien en tout cas il doit vivre avec la conviction selon laquelle le sens, en tout cas, jaillit à partir de la relation entre le fond et la forme. Et donc, à ce niveau précis, justement, on peut faire le constat
on peut faire le constat. Vous, masque blanc et noir, nous avons parlé de brassage chez Senghor. Mais déjà, dans la forme, dans la présentation, on sent ce besoin, n'est-ce pas, de brassage, ce besoin d'unité, ce besoin de rapprochement entre des choses qui sont différentes dans leur forme. Il s'agit donc du blanc, qui n'est pas quand même notre couleur, qui n'est pas la couleur, n'est-ce pas, de la peau du poète, et du noir, qui est sa couleur à lui. Donc, quelque part, on peut véritablement penser que Senghor, n'est-ce pas, est en train d'énoncer, n'est-ce pas, de façon subtile, ce besoin de brassage qui l'habite. Ça se sent dans la présentation. Vous, masque blanc et noir. Et puis, autre chose, Senghor a utilisé des traits d'union. C'est important. On a bien dit trait d'union. Nous parlons français. Trait d'union. Donc, il y a, n'est-ce pas, l'expression d'une unité dans cette formule-là, ou bien dans cet élément de ponctuation. Il y a idée de rapprochement, de brassage, de fusion. Vous, masque blanc et noir, nous avons deux traits d'union. Nous avons aussi un autre petit mot qui est une conjonction de coordination. Parce que la conjonction de coordination relie deux éléments dans la chaîne du discours. Voilà. Fatou et Demba vont au cinéma. Donc, c'est un élément de fusion. Et l'un dans l'autre, si on met ensemble les traits d'union et la conjonction de coordination qui sont situés dans le même espace, dans l'énoncé, n'est-ce pas, de ce discours-là, on peut nettement sentir que Senghor déjà est dans la posture de quelqu'un qui promeut ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le brassage entre le blanc et le noir. Et ça, c'est extrêmement important. Évidemment, cela peut surprendre certains observateurs des théories et des idéologies. Il y a certains, en tout cas, qui pensent que voilà, Senghor est définitivement un homme en colère. Voilà, donc il ne peut pas parler comme ça. Mais attention, attention. Léopold Sédar Senghor aussi, il faut qu'on le répète, parce que beaucoup d'entre vous le savent certainement. Léopold Sédar Senghor n'a pas le même tempérament que son ami Césaire. Césaire, c'est vraiment un homme en colère. C'est un homme, un poète, un intellectuel noir qui n'a absolument aucune concession, aucune complaisance à faire vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'homme blanc. Il n'est pas diplomate dans l'âme, Césaire. Tandis que Senghor, il est un peu plus conciliant. C'est quelqu'un quand même qui a toujours tenu à ne pas gâter, entre guillemets, ses relations avec le monde occidental. C'est pourquoi son discours est beaucoup plus nuancé. On lui en a même voulu pour cela. Il y a certains qui ne peuvent pas lui pardonner d'avoir fait preuve de conciliation en disant, par exemple, oui, l'Occident qui nous a tués, qui nous a matés, qui nous a domestiqués, qui a fait de nous, n'est-ce pas, des hommes sans dignité. Cet Occident est vraiment cruel, mais quand même, pardonnons à l'Occident. Il a tenu des discours comme ça dans certains de ses textes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne lui pardonnent pas. Mais en tous les cas, ce qu'il importe de retenir, c'est quoi? C'est que Léopold Sédar Senghor est un poète négro-africain, fondateur de la négritude, mais qui a été très tôt habité par la volonté de montrer que nous, les nègres et les blancs de l'autre côté, ceux qui nous ont brimés, nous devons chercher à pacifier notre environnement pour pouvoir vivre dans un monde meilleur. Et ça se sent déjà à travers, n'est-ce pas, cette formule-là. Bien. Alors, masque aux 4 points d'où souffle l'esprit, évidemment, ça renvoie un peu au caractère mystérieux, n'est-ce pas, de l'environnement négro-africain, où, évidemment, il y a partout des esprits, ça vous le savez certainement. L'environnement négro-africain, c'est un environnement où l'esprit, avec grand E, c'est-à-dire, voilà, les mânes, voilà, ces forces supérieures qui sont autour de nous et qu'on ne voit peut-être jamais. Donc l'Afrique est remplie de ces genres de présences. Et donc le mot esprit ici, très certainement, renvoie à cela.
Je vous salue dans le silence. Voilà. Cette formule, évidemment, traduit tout l'égard, toute la révérence que le poète Senghor, en tout cas, ressent vis-à-vis de ces masques. Donc, l'importance des masques, n'est-ce pas, se sent vraiment à travers la parole du poète, et au fur et à mesure que l'on progresse, cette révérence, cette affection, ce respect profond qu'il a envers les masques se traduit par le choix de certains termes. Comme précisément ici, le 4e vers, n'est-ce pas, où il dit clairement « Je vous salue dans le silence ». On pourra même relever le paradoxe, parce que quand même, quand le poète écrit « Je vous salue dans le silence », on peut en tout cas noter une forme de contradiction. Parce que saluer quelqu'un dans le silence, parce que le salut, en tout cas de façon naturelle, a souvent quelque chose de sonore, quoi, si vous voulez. Hein? Mais quand le poète dit, en s'adressant à ces masques, « Je vous salue dans le silence », on peut supposer que ces masques auxquels il adresse son salut, mais que ces masques, précisément, sont des masques qui devinent déjà, n'est-ce pas, ce salut avant même que le poète ne l'exprime. Donc, quelque part, sans le dire de façon très claire, parce que de toutes les façons, en matière de poésie, il n'y a jamais rien de très clair. Alors, donc, sans le dire de façon claire, le poète, quelque part, est en train de souligner à sa manière l'omniscience, n'est-ce pas, des masques. Parce qu'il les a salués et dans le silence, mais les masques savent qu'on est en train de les saluer. Qu'il y a quelqu'un qui croit en eux et qui les salue, mais dans le silence. Et ça, c'est important, n'est-ce pas, à préciser. Et pas toi le dernier ancêtre à tête de lion. Bon, évidemment, l'expression ancêtre à tête de lion nous renvoie au pédigré de Léopold Sédar Senghor, c'est-à-dire à son ascendance, à sa généalogie. Parce que quand même, Senghor est issu d'une famille très traditionnelle, et donc son père, ou bien sa famille, la famille Senghor, la grande famille de Senghor à Joal, c'est une famille quand même qui a pour totem le lion. Le lion. Donc ça, c'est important. L'Afrique, c'est le continent des totems. Il y en a un peu partout à travers le monde, mais c'est encore beaucoup plus accentué, n'est-ce pas, en Afrique. Les totems, ce sont des animaux qui ont des vertus, n'est-ce pas, magiques, des animaux sacrés, des symboles, n'est-ce pas, animaux qu'on associe à des familles. Donc, en Afrique, chaque identité patronymique s'en renvoie au nom, le nom de la famille, est associé à un animal. Et cet animal-là, c'est comme si vous voulez l'ange gardien. Les animaux auxquels sont associés les noms de famille sont des anges gardiens. Ce sont des animaux qui veillent de façon naturelle sur la famille, sur sa sécurité. Mais ça, c'est mystique, quoi. Ça dépasse l'ordre normal des choses. Et donc, précisément, la famille Senghor, la grande famille Senghor de Joal, c'est une famille qui a pour totem le lion. Hein? C'est pourquoi Senghor, justement, pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, on l'appelle le fils de Diogoy le lion. Ça veut dire le fils de cet homme qui trône sur une famille dont le totem, c'est le lion. Voilà. Donc le père de Senghor était considéré comme un lion. D'ailleurs, il en avait le tempérament. Diogoy, n'est-ce pas, le père de Senghor avait un tempérament quelque part très chaud. Senghor a souvent, à travers certains de ses textes, montré qu'il avait un double sentiment contradictoire envers son père. Il le vénérait, il l'adorait bien, parce qu'il était parfois doux, il pouvait être un très bon père, mais aussi c'est quelqu'un qui était tellement rigoureux et qui pouvait aussi exercer une autorité très forte sur sa famille. De sorte que, voilà, c'était un homme redoutable.
Et il y a même un poème où Senghor va très loin en disant que mon père, même parfois quand il était couché, j'avais l'impression de voir un homme debout. Parce que la statue, je veux dire, quand quelqu'un se met debout, il affirme, n'est-ce pas, sa personnalité. Mais quand il est couché, il y a une part, n'est-ce pas, de sa puissance qui part, quoi. Parce que la position couchée, c'est une position un peu de faiblesse. Mais Senghor dit que même quand mon père était couché, quand je le voyais couché, j'avais l'impression d'être devant un homme debout. Tellement il exerçait de l'autorité et vraiment de la grandeur vis-à-vis des membres de sa famille, de sa progéniture, quoi, si vous voulez. Donc, voilà. Et pas toi, ancêtre à tête de lion, évidemment, cette expression ancêtre à tête de lion renvoie à l'univers, si vous voulez, totémique de la famille Senghor, n'est-ce pas? Certainement, Senghor est en train de nous dire que parmi ces masques-là auxquels il s'adresse et qui sont peut-être accrochés quelque part dans un endroit du village, parmi ces masques, il y en a un qui a la tête d'un lion. Voilà, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Hein? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, vous gardez ce lieu folklore à tout rire de femme, à tout sourire qui se fane. Alors, quelque part, donc, vous aurez compris que Senghor, en parlant comme ça, il est en train d'associer à ces, disons, à ces objets cultuels que sont les masques, il est en train de leur associer des fonctions primordiales. Et parmi les fonctions essentielles qu'il reconnaît, il y a la fonction de gardien du temple. Quand je dis gardien du temple, je vous renvoie à une œuvre importante que vous devez connaître. C'est le deuxième roman du très grand romancier sénégalais, Cheikh Hamidou Kane, l'auteur de L'Aventure ambiguë. Son deuxième roman, c'est Les gardiens du temple. Et donc, les masques dans l'univers traditionnel africain, c'est comme justement des gardiens du temple. Gardien du temple, ce n'est qu'un symbole, c'est une façon de parler. C'est-à-dire gardien de l'univers. Gardien, n'est-ce pas, de l'espace où vit la communauté noire. C'est à peu près ça. Donc, voilà la fonction auquel, justement, Senghor associe ces masques-là.